alors pour les chiffres, moi je vais prendre un petit peu le contre-pied de mes amis et collègues voisins. A priori, 90% des données qu'on a aujourd'hui ont été générées depuis 3 ans. Ça c'est un chiffre. Mais surtout 88% de ces données-là sont inexploitées. Et ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble et avec vous et aujourd'hui, c'est pourquoi on n'exploite pas ces données-là. Je reviens juste sur la question qui est posée et sur les exemples concrets en maintenance prédictive. Il y a deux exemples qui me viennent en tête. Un qui est pour un client. Vous avez compris qu'on a des prestations d'ingénierie pour nos clients. Donc un qui est en fournisseur d'énergie très important. Sur la partie hydraulique, ce client nous a demandé de surveiller 50 de ses installations. Sur ces 50 installations, il y a des milliers de capteurs qui aujourd'hui n'étaient pas forcément tous centralisés, connectés et traités. Récupérer ces informations-là, ça prenait 3 semaines. Après l'installation des algorithmes de prédictives, on est passé à 20 minutes. Donc on a un accès à l'information qui est beaucoup plus rapide. On a évidemment une qualité de suivi qui est beaucoup plus rapide. Deuxième exemple, dans un autre domaine qui est l'automobile, nos autres clients, constructeurs, utilisent des convoyeurs automatiques pour faire circuler ces moteurs dans les usines et souhaitent positionner des robots de vissage au défilé. Donc pendant que le moteur défile, vous avez un robot qui vient visser les différents vis qui sont sur le moteur. Au moment où on a ce process qui s'enclenche, évidemment la visseuse, et l'instrument quel qu'il soit, mais en l'occurrence la visseuse va s'user, va avoir des conditions d'utilisation qui vont varier, température, vibration, poussière, la vraie vie de l'usine. Et donc au bout d'un moment, va arriver à une dégradation de la qualité de serrage. Et on va surveiller au moins 2 indicateurs, l'angle et le couple de serrage. En surveillant ces 2 indicateurs-là, on va être capable d'anticiper à l'avance la dégradation du couple de serrage, c'est-à-dire qu'on anticipe un mauvais serrage, ou le nombre de tours, qui peut être synonyme d'une mauvaise préhension du robot. Donc ces 2 informations-là sont extrêmement importantes parce qu'elles nous permettent de prévenir en tout cas les pannes, mais surtout avant la panne, parce qu'arrêter une ligne de production, on sait tous que c'est extrêmement cher, donc en général on ne s'arrête pas comme ça. Par contre, on est capable de détecter un défaut de qualité avant l'arrêt de production. Et c'est aussi à ça pour nous que sert la maintenance prédictive, c'est d'anticiper une dégradation du couple de serrage de manière à remonter des alertes et de dire là, je peux commencer à amener des outils, je peux commencer à préparer la logistique de remplacement avant que le défaut ne survienne. Le défaut n'étant pas l'arrêt de production ou l'arrêt de cette ligne-là, mais le défaut étant le manque de qualité par rapport à l'attendu du client. Voilà juste quelques exemples et quelques chiffres. Merci beaucoup Jean-Luc. Pour continuer, on a parlé donc des cas d'usage et des résultats concrets que vous avez vus sur le terrain, mais vu de votre côté, quelle type de technologie vous mettez en œuvre pour arriver à ces résultats, si vous pouvez le résumer en 2-3 minutes. Très bien. En termes de technologie, nous on a une philosophie très open source, donc on a travaillé en termes d'outils de développement, ce qu'on peut trouver sur le marché, Ubuntu, pardon. Donc des outils de développement classiques. Le langage c'est plutôt du Python, en tout cas pour tout ce qui est préparation et maquettage. Évidemment ça va passer à du C ou du Java qui sont des versions en production, en général du C. Donc ça c'est les environnements de développement je dirais habituels. Ensuite on a une bibliothèque d'algorithmes. Certains sont des algorithmes publics, classiques, connus, des algorithmes statistiques qu'on va pouvoir utiliser et paramétrer. D'autres sont des algorithmes qu'on a modifiés, qui vont constituer la valeur ajoutée de Cébula sur ces domaines-là. On va trouver dans la boîte à outils des choses qui sont très attachées aux données, très dépendantes des données, aussi bien dans l'historique d'apprentissage, de fonctionnement. Si je prends une ligne d'injecteur, elle n'aura pas un même historique que le robot de vissage dont je vous parlais il y a 30 minutes. Donc forcément, les algorithmes sont différents, forcément l'historique des données va avoir un impact très fort sur les modèles qu'on va retenir. Donc ça, ce sont aussi des savoir-faire qu'on a pu acquérir en interne. Et en termes de technologie, j'en ai rien d'extraordinaire sur la partie infrastructure, chose comme la BigSpark pour le stockage des données, PySpark pour les requêtages, voilà. Qu'est-ce que vous voyez chez Cébula, chez vos clients? Je suis très en phase avec ce qui vient d'être dit par mon collègue de Microsoft. Même chose en réponse directe, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de POC, donc les gens passent par cette étape de POC pour vérifier la technologie. La technologie, c'est pas un problème. On a commencé un petit peu à parler de technologie là ce matin, c'est pas les capteurs qui vont poser un problème ou le traitement des données. On a tous les outils pour faire ça. La question, en tout cas nous, les limites qu'on voit, c'est la transformation
des process et la transformation des organisations. Ça, c'est un frein pour aujourd'hui. Et quand je reprends le chiffre que je vous citais tout à l'heure, 90% des données générées par les 3 dernières années, 88% non exploitées, et bien c'est significatif. Ce n'est pas que un problème de technologie. Comment on va transformer ce qui se passe sur une ligne de production pour que l'opérateur qui faisait des actions depuis des années prenne en main ces nouveaux outils digitaux? Comment on fait quand on est en train de mesurer les taux de performance ou les taux de défaillance d'un système pour ne pas le mettre à mal? Donc comment on gère ces aspects-là? Est-ce qu'on peut le gérer par de la technologie? Pas uniquement. Il y a une prise de conscience qui doit être faite au niveau de l'organisation. Il y a aussi une prise de conscience qui doit être faite au niveau des processus. Et c'est là où on pense modestement qu'on a un atout chez Ségula, parce qu'on est ingénieriste depuis 25 ans et on connaît très bien le métier des clients pour le partager depuis très longtemps. Donc on ne fait pas de l'IT, moi je suis un petit peu une exception dans le groupe. Le sujet, c'est pas de fournir des outils ou de développer des logiciels. Le sujet, c'est vraiment de livrer les projets industriels qui fonctionnent et donc d'adapter les processus de nos clients grâce à ces nouveaux outils. Et c'est vraiment des outils supplémentaires. Donc on pense que cette approche-là est la bonne parce qu'il y a une question de connaissance métier, une question d'évolution des processus qui va se décider avec les directions générales des clients. On ne change pas un processus automobile comme ça parce qu'il y a une nouvelle version de logiciel qui arrive. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place avant. Comment on gère la montée en compétences ou l'évolution des personnes qui sont sur les sites industriels? Comment ils s'adaptent à ces nouveaux outils? Est-ce que, alors on n'est pas dans le remplacement d'un humain par un robot ou par un automate, mais on est quasiment avec des agents intelligents, des équivalents de ce que vous voyez tous les jours, je ne vais pas citer le nom, mais de choses à qui vous pouvez parler, et qui vont vous répondre en langage naturel et qui vont s'adresser à vous sur comment améliorer votre travail au quotidien. Comment on prépare les gens à ça? Ça, c'est un vrai sujet. Donc là, on sent, pour nous, ça, c'est un frein. C'est quelque chose qu'il faut faire évoluer et qu'on doit accompagner dans la manière dont on va pouvoir adopter ces nouvelles technologies. Et je partage également ce que disait Arnaud il y a 3 minutes. La transformation, elle est globale. Elle n'est pas juste, évidemment, quand on monte l'époque fonctionne. Si tout le monde fait son travail, on va y arriver. Mais on aura prouvé qu'on a quelques petites graines qui fonctionnent bien. Ça ne veut pas dire qu'on a pris en compte l'ensemble des silos de l'entreprise, l'ensemble des interactions, l'ensemble de la valeur de la donnée. Et il faut impérativement qu'on arrive à transcender ça à l'intérieur des organisations pour qu'il y ait un vrai bénéfice qui retombe sur l'ensemble de l'organisation. Et ça, c'est un vœu pieux pour l'instant, on ne le voit pas, en tout cas c'est en cours, on va les seuls y réfléchir, mais c'est en cours, mais en tout cas il n'y a pas de transformation. Enfin, il y a un début de transformation qui est amorcé, mais on n'en perçoit pas encore tous les bénéfices de bout en bout. Donc on a vu en démarrant cette conférence qu'il y avait la possibilité de voir aujourd'hui des résultats concrets de cette démarche d'IoT dans l'industrie et de maintenance prédictive. On a vu différents rythmes et différentes échelles de déploiement entre Vopak et puis Schneider. Pour tous les industriels qui sont dans la salle et qui n'ont pas encore démarré cette démarche, avant de prendre peut-être des questions dans l'assistance, quel conseil, 1 ou 2 conseils pour démarrer une démarche, à quoi il faut faire attention, comment bien démarrer ce projet pour qu'il puisse tenir ses promesses à la fin? Je vais rester dans la lignée de ce que je viens de dire. Je pense, encore une fois, on ne prétend pas avoir l'expérience de tout le monde, on va partager avec vous, mais vraiment l'adoption par les gens qui sont en ligne ou qui sont sur le terrain est fondamentale. C'est souvent répété, mais je trouve que c'est très difficile à arriver à mettre en place, parce que c'est des changements culturels importants. Nous, tous autour de la table, on va parler digital, on va avoir un vocabulaire lié à la data. C'est pas du tout le vocabulaire des gens des métiers qui sont là depuis 20 ans sur les postes de travail. Donc comment on arrive à faire prendre conscience de ce changement? Comment on fait pour intégrer cette nouvelle valorisation de la donnée? Et dans la donnée, il y a aussi l'expérience ou l'expertise de l'opérateur et de l'utilisateur. Je repense à un projet qui peut donner peut-être des idées. Sur un sujet de maintenance prédictive, on n'a pas uniquement monitoré le fonctionnement du système, on a aussi monitoré le fonctionnement de l'opérateur. Donc on a pris en compte ses habitudes de travail, là, comment il interagissait avec le système, et on a pu comparer les modes de fonctionnement d'un opérateur expérimenté avec ceux d'un opérateur junior. L'intérêt aurait pu être de dire le junior ou l'opérateur un peu moins doué fait beaucoup de défauts, il sera sanctionné. Non, la façon dont ça a été présenté par le client, c'est de dire on met un assistant intelligent qui va être capable de t'aider quand tu es fatigué, quand tu as des pertes d'attention, et que l'assistant intelligent va te dire là, tu as commis une erreur, il faut corriger l'erreur.
Donc on est dans l'accompagnement, on est dans l'acceptation, on est dans évidemment l'objectif de qualité, c'est ce qu'on veut faire à la fin. Mais attention à la manière dont on l'amène. Et je pense qu'il y a des enjeux qui sont très importants au niveau prise en compte et qui dépassent évidemment la partie technologique. En termes de sécurité sur la remontée de ces informations sur vos capteurs, quel niveau de sécurité vous attendez? Qui ne collectent pas les données, qui ne voient pas l'intérêt et qui considèrent que ce n'est pas leur métier. Des clients qui collectent les données depuis déjà très longtemps, bien avant qu'on parle d'IoT ou de maintenance prédictive, mais qui ne les traitent pas. Le siège, un jour, leur a dit qu'il faut stocker les données, stocker les données. Et des gens qui les stockent et qui les traitent. Et donc, avant de savoir effectivement si vous devez remettre des capteurs ou pas de capteurs, quelle est la question? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Est-ce qu'on veut optimiser un process existant, un système existant? Est-ce qu'on a déjà des données disponibles? Est-ce qu'on a un historique? Est-ce qu'on peut le simuler? On va faire l'opération économique qui va nous amener à la conclusion, peut-être qu'on doit rajouter des capteurs parce qu'il va nous manquer des données. Mais ce n'est pas systématique. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit aujourd'hui et je partage. Il y a déjà beaucoup de données disponibles, pas toujours au bon endroit, pas toujours bien historisées, bien labellisées, bien propres. Voilà, il y a du travail au niveau de la gestion de la donnée. Exploitons déjà ça, tirons-en le maximum, et puis éventuellement voyons si on peut rajouter des choses sur la partie nouvelle captation si nécessaire. Sachant que en général, quand vous installez des nouvelles lignes ou des nouveaux systèmes, ils arrivent déjà prééquipés. Avec le renouvellement naturel du parc, vous allez avoir des machines qui de plus en plus vont capter leurs propres données et que vous allez pouvoir récupérer. Donc la question des capteurs, je ne suis pas spécialiste, mais risque de devenir obsolète.